Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne man tikala harino kan da bore ne bongu sibanda ha masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. L'association islamique Al-Islam Kitab wa Sunna, bientôt dotée d'un nouveau complexe. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu ce matin sous la présidence de la première dame Aïssata Issoufou. Et puis nous parlerons également, volet reportage de cette édition, du problème de certaines voies latéritiques de la ville de Niamey. Une situation que décrivent les habitants de ces quartiers qui souffrent de manque de moyens de transport. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les présentations de vœux du nouvel an au président de la République se poursuivent au palais de la présidence avec cet après-midi les syndicats et acteurs de la société civile qui ont reçu et présenté leurs vœux au président Issoufou Mahamadou. Les images. De paix, de sécurité et une année où les acquis démocratiques seront consolidés. Et nos vœux, c'est les meilleurs. D'abord pour le peuple nigérien, ensuite pour le président de la République, à qui nous souhaitons beaucoup de succès dans le cadre de son programme de renaissance pour la population nigérienne. C'est ça la force de notre pays, la mise en avant de la cohésion sociale, du facteur social avant tout autre facteur ou toute autre situation qui puisse entrer dans le cadre de la relance ou de la construction du pays. J'aimerais profiter de cette opportunité pour lancer un appel à l'endroit de mes camarades. Donc je voudrais, en tant qu'animateur de l'opinion et des débats, des conférences, je voudrais que mes camarades fassent désormais un débat rationnel et non passionnel. À l'endroit de la jeunesse, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup d'emplois. Nous avons échangé avec le président de la République. Nous avons plaidé pour que la jeunesse nigérienne soit impliquée dans la gestion des pouvoirs publics. Nous l'avons remercié très sincèrement pour le premier emploi qu'il a pu créer à la jeunesse, c'est cette stabilité. Faites un tour en Centrafrique, il vous dira qu'il n'y a pas plus important que la paix. Et ce que je demande au président de la République et son gouvernement, de ne pas oublier surtout les femmes et surtout qu'on a déposé une doléance pour le 13 mai 2013. Les vœux que nous souhaitons pour le Niger, c'est les vœux de paix. Nous demandons au président de la République de vraiment mettre un accent sur la réinsertion de ces rapatriés une fois revenus sur terre. Et puis je le disais dans les titres, la première dame, Madame Issoufou Aïssata, a procédé à la pose de la première pierre du complexe devant abriter le siège de l'association islamique Al-Islam Kitab wa Sunna, un centre dans lequel seront également érigés une mosquée de vendredi, un orphelinat, une salle de conférence et un socio-éducatif, nous dira Damana Abdoulaye dans ce compte rendu. C'est sous le haut parrainage de la première dame Issoufou Aïssata. Cette cérémonie de pose de la première pierre de construction du centre de l'association islamique Al-Islam Kitab wa Sunna répond à un besoin bien déterminé, celui de voir ériger sur ce site le siège de la dite association.
Sur ce chantier sortira des fondations un complexe abritant le siège de l'association, une mosquée, une salle de conférence, un orphelinat et un centre socio-éducatif. Plantant le décor de cette cérémonie, le président national de l'association islamique Al-Islam Kitab wa Sunna, Cheikh Chouaib Mohamed, a étalé les multiples valeurs de ce genre de bienfaisance. L'association Al-Islam Kitab wa Sunna IKS, créée par arrêté numéro 32 du 22 janvier 2002, est une organisation qui œuvre pour le rayonnement de l'islam à travers principalement l'enseignement, la prédication et la réalisation des œuvres de bienfaisance telles que prônées par l'islam. Dans la poursuite de ces buts et conformément à ces statuts, l'association compte à son actif, depuis sa création, la réalisation notamment de plusieurs médrasas, écoles coraniques, mosquées et l'organisation des prêches dénommées Wazin Kassa sur toute l'étendue du territoire du Niger. Certains des prêches nationaux servent parallèlement à la transmission de messages de prédication, de cadres de mobilisation des ressources pour le financement des infrastructures annoncées ci-dessus, dont ont bénéficié dans l'espace de 11 ans d'existence de l'association environ 7 localités du pays. Plus précisément, la construction des mosquées à Tawa, Difa, Arlit, Filengue et Gaïa, la construction des complexes de médersa et mosquées à Dosso et Zander, pour ne citer que cela. Excellence la Première Dame, Mesdames et Messieurs chers invités, le prêche tenu tout récemment à Niamey a été organisé dans ce cadre et a permis de mobiliser des contributions en espèces, plus de 60 millions de francs CFA, et en nature des tonnages de ciment et de fer, destinés à la construction sur ce terrain d'un complexe. Implanté dans le 4e arrondissement, le maire de cette entité administrative s'est dit réjoui du choix porté sur l'arrondissement communal Niamey 4. Donc tous mes hommages à l'association Al-Islam Kitab wa Sunna, initiatrice de ce projet qui donnera sans doute un avenir radieux à des enfants qui ont perdu leurs parents très tôt. Madame la Première Dame, votre présence parmi nous témoigne votre engagement à donner des lendemains meilleurs aux enfants de ce pays, comme vous l'avez toujours prôné à travers votre fondation Gourivinière. Le clou de cette cérémonie a été la pose proprement dite de la pierre par la Première Dame Issoufou Aïssata. En tant que musulmane, je sais, et tous les musulmans le savent, que amener son appui dans ce genre, dans la construction de ce genre de bâtiment, c'est quelque chose pour lequel nous avons une grande récompense dans l'au-delà. Et à cause de cela, je souhaiterais que tout Nigérien puisse apporter sa contribution, aussi petite qu'elle puisse être. Estimée à 300 millions de nos francs, la construction de ces centres nécessite la contribution des uns et des autres pour une matérialisation effective de ce complexe. Merci Damana Abdullah. Et puis sur le front social, grogne des enseignants admis au spécial A et B des promotions 2012-2013 qui étaient ce matin au siège de la Confédération nigérienne des travailleurs CNT, où ils ont rendu public une déclaration de presse. Dans celle-ci, ces derniers interpellent notamment le ministère de l'Éducation primaire sur leur cas. Faisons tout de suite le point avec Murtala Zubair. C'est à travers une déclaration que les enseignants admis au spécial A et B des promotions 2012 et 2013 ont interpellé le ministère de l'Éducation primaire. Pour ce faire, ces enseignants ont rapproché le bureau exécutif national du cadre permanent et d'action des syndicats de l'enseignement CEPRAS ainsi que les autres syndicats du secteur éducatif pour les aider dans leur lutte. Nous, enseignants et enseignants admis du spécial A et B des promotions 2012 et 2013, 1. Dénonçons toutes les formes de menaces à l'endroit des admis du spécial A et B par Madame la ministre de l'Éducation primaire. Dénonçons avec la dernière énergie l'annulation de l'examen du spécial A et B. Encourageons le BEN CEPRAS
dans sa quête de solution aux problèmes du spécial A et B. Témoignons au Ben Sepraz notre ferme engagement à leur côté pour la résolution de la question du spécial A et B, demandant au Ben Sepraz de mettre tout en œuvre pour faire front commun avec les autres syndicats du secteur de l'éducation pour la résolution définitive de la question du spécial A et B. Le co-coordinateur du Ben Sepraz, pour sa part, a réaffirmé tout l'engagement du Sepraz à accompagner ses enseignants admis au spécial A et B des promotions 2012 et 2013 dans leur lutte. Je voudrais vous rassurer que, Inch'Allah, nous ferons le maximum pour que cette question trouve la solution définitive. Des démarches sont en cours, mais rassurez-vous que nul ne peut contre la volonté de Dieu. L'un dans l'autre, les autorités en charge de l'éducation doivent prendre toutes leurs responsabilités pour une solution définitive à cette situation de ces enseignants pour ainsi empêcher toute perturbation qui mettra en cause le parcours de l'année scolaire 2013-2014. Il faut enfin préciser qu'une sortie similaire avait déjà eu lieu au siège du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. Sur un tout autre plan, début ce matin à Niamey, des assises entrant dans le cadre de la rencontre dite de coordination des cadres du ministère de l'Équipement. Placée sous le signe de la responsabilité, cette réunion permettra de faire le bilan des réalisations des actions réalisées d'une part et de l'autre d'apporter des propositions concrètes pour une amélioration de la qualité du service. Al-Mokhtar Kaini. Dresser le bilan des actions réalisées au cours de l'exercice budgétaire écoulé au plan de l'entretien routier et de la mise en œuvre du programme du gouvernement dans le domaine des infrastructures de transport. Voilà l'intérêt principal de cette traditionnelle réunion de coordination des cadres centraux et déconcentrés du ministère de l'Équipement. Outre qu'elle constitue un cadre d'échange d'expériences en vue d'améliorer la qualité de service, elle offre l'opportunité d'aborder avec responsabilité certaines préoccupations importantes de l'heure. Le ministre de l'Équipement, en ouvrant les travaux, a tout d'abord présenté ses meilleurs vœux à l'assistance avant de rappeler les principaux axes d'intervention dans le domaine des infrastructures de transport relativement au programme du gouvernement de la 7e République. La poursuite des grandes réalisations en cours, la relance des projets en souffrance, l'accroissement du volume et de l'efficacité de l'entretien routier, la réhabilitation du réseau des routes bitumées fortement dégradées, l'achèvement de l'aménagement et du bitumage des liaisons internationales, la promotion de grands axes structurants, la densification du réseau national des routes bitumées et des routes internes, l'amélioration de la circulation en zone urbaine, la multiplication des ouvrages de franchissement, la promotion du rail, la mise en place d'une gestion prévisionnelle et la promotion des réformes, et enfin la promotion et le renforcement des petites et moyennes entreprises et des bureaux d'études nationaux évoluant dans le secteur des travaux publics. C'est tenant compte de ces axes d'intervention qu'une restructuration de l'administration du ministère de l'Équipement a vu le jour, consistant entre autres à la création de 3 directions générales, dont celle de l'entretien routier au niveau national, au niveau central, des directions départementales de l'équipement, ainsi que des unités de gestion des projets. Il nous reste désormais à rendre opérationnels tous ces services. De ces travaux qui dureront 2 jours sortiront sans nul doute des propositions qui permettront de mettre à l'abri les usagers de tous les désagréments constatés ça et là sur les routes. Et puis la Maison de la Presse a initié ce matin dans ses locaux une session de formation à l'endroit des acteurs des médias audiovisuels de la capitale. Objectif initié ces derniers sur la viabilisation économique des médias. C'est Nîmes Kido Jibril pour le compte-rendu. C'est avec l'appui de l'Union européenne que la Maison de la Presse a initié cette session de formation à l'endroit des différents médias audiovisuels de la capitale. Une formation qui vise à édifier les participants sur la viabilisation économique des médias audiovisuels nigériens. Cette initiative, il faut le dire, nous l'avons engagée parce que
depuis plus d'une décennie, vous savez que nous avons axé notre combat pour obtenir une liberté de presse, ce qui a été fait. C'est une preuve tangible. Aujourd'hui, le monde entier sait que le Niger a obtenu la liberté de la presse est un acquis. Et nous avons, entre-temps, un peu négligé un aspect qui est essentiel, c'est l'économie des médias, si vous voulez, c'est la viabilité de nos entreprises de presse. Alors c'est pour ça que nous avons eu cette idée, et grâce à l'appui de l'Union européenne, a pu recruter pour nous un consultant, un expert dans le domaine qui a travaillé dans beaucoup de pays africains, qui a mis en place des régies publicitaires. Alors il est venu le mois dernier, d'ailleurs, nous avons fait un peu le tour des principales télévisions et radios du pays. Et après, son diagnostic est assez, quand même, je dirais, intéressant, parce qu'il s'est rendu compte, et nous-mêmes nous sommes rendus compte que nous n'avons pas en réalité de services commerciaux, il n'existe pas de régie publicitaire au Niger. Alors que les opportunités sont là, donc les télévisions et les radios peuvent se faire assez d'argent, mais il faudrait qu'ils mettent en place des structures dans ce domaine, et notamment des agents compétents, mais aussi savoir mener des offensives. Cette initiative de la Maison de la Presse est vivement saluée par le Conseil supérieur de la communication, CSC. Cette étude est la concrétisation d'une recommandation qui avait été faite par M. Jocelyn Grange dans le cadre du diagnostic du Conseil supérieur de la communication en lien avec son mandat électoral. Au cours de cette étude, il est clairement ressorti que les médias nigériens n'ont pas une assise économique et financière solide, et que cette fragilité sur le plan économique a des répercussions sur l'indépendance financière, laquelle a aussi des effets sur la liberté éditoriale. Donc si nous voulons agir de manière structurelle et structurante, le consultant Jocelyn Grange avait recommandé de faire un travail de fond en vue de rendre les médias beaucoup plus viables sur le plan économique. Le Conseil supérieur de la communication se réjouit que l'Union européenne ait pu concrétiser cette recommandation. Il se réjouit que la Maison de la Presse s'est engagée pour accompagner donc cette étude. Il se réjouit également que les médias aient trouvé eux-mêmes de l'intérêt à ce que leur viabilité économique soit renforcée. Dans son exposé, le consultant Michel Collin a retracé plusieurs lacunes constatées sur les différents médias audiovisuels de la capitale. Les participants, quant à eux, ont contribué au débat à travers des questions pertinentes et des éclaircissements sur certains aspects relatifs à la liberté de la presse au Niger. Je le disais également en titre, le reportage du jour porte sur la situation de certaines voies latéritiques de la ville de Niamey, une situation qui inquiète les habitants de ces quartiers qui se plaignent de la rareté, voire du manque crucial de moyens de transport, du fait notamment, vous allez le voir également, de l'impraticabilité des routes. Le reportage est de Himasé. Loin d'être une piste rurale, cette route latéritique se trouve en plein cœur de Niamey, la capitale. Cette route, menant des sapeurs-pompiers Lazare et passant devant le marché Dar es-Salaam jusqu'à la station Bobiel, a été construite pour faciliter le déplacement des habitants des quartiers environnants. Mais hélas, le mauvais état de celle-ci fait qu'elle est peu fréquentée par les taxis. Pire, les habitants sont aussi exposés à des maladies à cause de la poussière. Les poussières là, ça nous contamine, des rimes et tout ça là. Surtout, il y a les problèmes des vieux, des gens qui sont assis et des gens qui travaillent dans les marchés. Et puis, les poussières, ça les dérange quoi. Il y a un problème de transport, puisque quand tu es en ville, tu viens d'ici, on va dire que ici c'est la poussière, c'est la territoire, voilà, c'est là. Les gens ne sont pas venus d'ici pour conduire, puisqu'il y a trop de poussière. Les usagers espèrent que leurs préoccupations seront prises en compte par les autorités compétentes. Vraiment, c'est un vrai problème. Même si on ne peut pas les bitumer, il faut l'arroser de temps en temps. Et pire, pour avoir un taxi, il nous faut 500 francs, car les routes sont impraticables et poussiéreuses.
Nous lançons un appel aux autorités afin de nous faciliter nos déplacements quotidiens, car si les routes sont en bon état, le prix des transports sera à la portée de tout un chacun. Une situation qui interpelle une fois de plus les autorités compétentes, car il faut le reconnaître que, malgré les efforts fournis dans la réalisation des infrastructures routières, beaucoup reste encore à faire. 111 voix ont suffi pour porter Yacouba Habib au trône de la chefferie traditionnelle du département de Lela. C'est dans la région de Tawa et cela s'est passé suite à une cérémonie organisée le 5 janvier dernier. RTD Tawa, la correspondance de Asman Amadou. C'est une forte délégation des autorités administratives et coutumières de la région de Tawa qui ont honoré de leur présence à Ilela. Objectif élire le nouveau chef de canton de cette localité qui va remplacer le défunt Kadi Oumani, rappelé à Dieu en octobre 2013. Pour ce fauteuil de chefferie d'Ilela, 6 candidats à liste, à savoir Abdou Oumarou, Al-Fazaz Maazou, Al-Mustafa Kadi, Aliyo Issoufou, Ilo Oumani et le 6e candidat Yacouba Habib Oumani. En prenant la parole à l'occasion de cet événement historique, le gouverneur de la région de Tawa a prodigué des sages conseils à tous les candidats issus d'une même famille. Et d'ailleurs, c'est ce qui confirme la légitimité de toutes ces candidatures qui ont voulu bien se présenter, à marquer leur histoire pour ce fauteuil de chefferie traditionnel du département d'Ilela, de rester unis et solidaires afin que ces élections passent dans le calme et la sérénité. C'est ce qui fut fait après les cérémonies protocolaires, conformément au respect des règles des jeux démocratiques. C'est le moment tant attendu, les élections. Sur 166 qui ont voté, Yacouba Habib Oumani a enregistré 111 voix. Deuxième, Al-Mustafa Kadi, 42 voix. À travers ces élections, Yacouba Habib Oumani, qui est élu chef de canton d'Ilela. Le nouveau chef démocratiquement élu a remercié toute la population de cette localité pour cette confiance qu'ils ont placée en sa personnalité. Il a pris l'engagement de travailler conformément au respect des textes et toutes les règles régissant la chefferie traditionnelle. Pour la réussite de sa mission, le chef élu demande la collaboration de ses frères qui pensent qu'ils ont perdu les élections et toute la population du département d'Ilela. Et c'est sur une note de satisfaction que l'ONG Karkara a clôturé les travaux du 18e Assemblée générale tenue à Tawa du 4 au 5 janvier dernier. Plusieurs décisions ont été prises en vue de mieux structurer la dite organisation. Retrouvons Asman Amadou. Après 2 jours d'intenses travaux du 18e Assemblée générale de l'ONG Karkara tenue à Tawa du 4 au 5 janvier 2014, les participants à cette rencontre ont formulé des résolutions et recommandations avec toutes les nouvelles décisions qui ont été prises en commun accord des membres de cette organisation non gouvernementale active pour un développement durable. Après la lecture du communiqué final, le président du conseil d'administration de l'ONG Karkara, en prenant la parole dans son discours de clôture des travaux, se réjouit des résultats et la qualité des travaux. Pour revenir aux travaux de l'Assemblée générale, je voudrais souligner pour s'en féliciter la qualité des débats et des échanges, mais aussi la sincérité et la franchise qui nous ont animés, et c'est cela qui fait de nous notre force au niveau de l'ONG Karkara. Plusieurs questions ont été posées, divers sujets abordés, des questionnements soulevés, des insuffisances évoquées, mais aussi des résultats positifs enregistrés, des expériences réussies. Nous nous invitons à documenter nos résultats et nos réussites et de continuer à améliorer nos lacunes. Nous avons revisité nos textes statutaires, notamment les statuts, pour les adapter à l'évolution de nos interventions, mais aussi pour impulser une nouvelle dynamique dans le fonctionnement de nos principaux organes. Nous avons examiné et adopté les bilans techniques et financiers des années 2011 et 2012. Les résultats que nous avions obtenus sont encourageants,
et reflète l'important travail entrepris par notre organe d'exécution qui est le secrétariat exécutif, à l'endroit duquel j'adresse au nom des membres de l'ONG Karkara toutes nos félicitations et notre reconnaissance. Nous avons noté toutefois que la tenue de l'Assemblée générale ne doit pas être une occasion pour entériner ce qui a été déjà fait. L'Assemblée générale doit être désormais une instance pour prendre des décisions en amont, mais non a posteriori. Autrement dit, elle doit se tenir pour examiner et adopter les programmes et budgets avant leur exécution. C'est là pour dire que l'effort doit désormais être fait aussi bien au niveau du secrétariat exécutif que du conseil d'administration pour que la tenue régulière de nos assemblées générales soit respectée. Pour immortaliser cet événement, une photo des familles a sanctionné cette rencontre de Tawa. Le rendez-vous est pris en avril prochain, conformément au respect des textes de cette organisation qui multiplie sans cesse ses actions au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Restons toujours à Tawa, où la salle de réunion du gouvernorat de la dite région a servi de cadre à la cérémonie de lancement du micro-projet entrant dans le cadre du relèvement des zones post-conflit. La dite cérémonie est organisée par la haute autorité à la consolidation de la paix. Deux allocutions ont marqué cette cérémonie du lancement de micro-projets entrant dans le cadre du relèvement des zones post-conflit de la région de Tawa et d'Agadez, organisée par la haute autorité consolidation de la paix. D'abord, l'intervention du gouverneur de la région de Tawa qui a salué cette heureuse initiative. La population de la région de Tawa pour le choix porté sur la région en vue du lancement des micro-projets entrant dans le cadre du relèvement des zones post-conflit. Les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadji Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, accordent une grande importance à la paix et à la sécurité qui conditionnent tout développement. C'est dans ce cadre que le gouvernement, sur instruction du président de la République, a organisé deux importantes rencontres sur la paix à Arlit et à Tintabrade. En plus, nos forces de défense et de sécurité ont bénéficié de moyens matériels considérables en vue de leur permettre d'accomplir efficacement leur mission. Au demeurant, le projet de relèvement des zones post-conflit, objet de la présente cérémonie de lancement, contribuera au renforcement de la paix et de la sécurité dans la région de Tawa et les autres régions qui constituent sa zone d'intervention. La haute autorité consolidation de la paix intervient de façon à renforcer la résilience des communautés à travers des initiatives socio-économiques qui visent le renforcement des services sociaux de base et l'autosuffisance alimentaire, précise le président de la haute autorité consolidation de la paix dans son allocution du lancement du projet. Monsieur Issoufou Mahamadou, soucieux de la stabilité, de la paix dans le pays, a instruit la haute autorité à la consolidation de la paix à engager des actions urgentes pour faire face aux causes potentielles de conflits dans certaines communes sensibles. Il s'agit pour la haute autorité à la consolidation de la paix d'intervenir de façon à renforcer la résilience des communautés à travers des initiatives socio-économiques qui visent le renforcement des services sociaux de base et l'autosuffisance alimentaire. Pour la mise en œuvre de ces actions, un protocole d'accord a été conclu et signé entre la haute autorité à la consolidation de la paix, les communes et les services techniques régionaux. Ce protocole d'accord a pour objet de définir les engagements des parties contractantes ainsi que les modalités opérationnelles et financières des actions à entreprendre. Dans la région de Tawa, 3 communes vont bénéficier de cette phase, à savoir Azey, Kao et le département de Tilia. Pour mener à bien cette mission au profit des résultats satisfaisants dans le secteur de la sécurité, les travaux sont lancés pour une période de 10 jours. Dernier aspect de ce journal, la Fondation Inter-Aride Tamalakoy, avec l'appui de ses partenaires,
a procédé à une vaste opération de restauration de la vieille ville d'Agadez, une opération qui fait suite à l'inscription de la ville au patrimoine culturel de l'humanité. Ramedi Alassane, RTD, Agadez. Suite à l'inscription de la vieille ville d'Agadez au patrimoine mondial par l'UNESCO, la fondation Terre Aride Tamalakoy a lancé les travaux de restauration des sites historiques de la vieille ville. L'équipe de supervision était accompagnée pour la circonstance des chefs de quartier et de plusieurs notables de la commune. À l'issue de la visite de l'ensemble des sites, le professeur Aboubakar Adamou a animé un atelier de sensibilisation regroupant l'ensemble des leaders d'opinion de la cité de l'Aïr. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nos travaux de restauration ont commencé. Ils sont même avancés. Et, par exemple, la maison du boulanger que nous avons été visiter avec cette communauté a été intégralement restaurée. Elle a été intégralement restaurée et nous l'avons fait en 2 mois, alors que dans notre programme, nous devons même le faire en 7 mois. Et nous avons fait ça en 2 mois pour marquer notre volonté. Et de même la sensibilisation, nous avons sensibilisé le maximum de gens déjà à l'espace de 2 mois pour marquer vraiment notre volonté et notre attachement à réussir la restauration au niveau d'Agadez. Nous avons été sur le chantier du cimetière de Martyrs. Il est en bonne voie et les façades intérieures sont déjà faites. Il ne reste maintenant que la grande façade extérieure qui est en même temps le chef-d'œuvre du mémorial, qui va témoigner la présence de ce grand cimetière pour l'ensemble de notre communauté. Je dois remercier encore une fois de plus le PASOK et l'Union européenne qui nous a donné cette opportunité. Parce qu'à l'époque, j'ai fait le tour de nos opérateurs et même de nos compatriotes pour nous venir en aide. Mais les gens n'ont pas cru. Les gens ne croyaient pas. Et c'est à travers ce soutien-là que nous avons commencé. Et nous remercions Dieu de l'avoir commencé et nous allons nous engager. Maintenant, plusieurs partenaires nous ont abordés pour continuer dans la lancée. Parce qu'ils ont réalisé que, en fait, nous sommes déterminés à le faire et nous le faisons bien. Et beaucoup nous ont demandé de nous mettre en relation avec eux pour élaborer des dossiers qui puissent être acceptés au niveau de la ville d'Agadez. Et beaucoup de partenaires vraiment veulent soutenir la ville d'Agadez parce qu'ils savent que Agadez c'est un patrimoine exceptionnel, n'est-ce pas? Donc nous tenons à vous le dire que cette première session, nous l'avons consacrée à la sensibilisation. Signalons que la Fondation Terre Aride Tamalakoy a organisé plusieurs séances de sensibilisation ayant touché environ 460 personnes. Ceci avec l'appui du PASOK et de l'Union européenne. Voilà, mesdames, messieurs, et c'est sur ce compte-rendu de notre correspondant permanent à Agadez que se referme ce journal essentiellement consacré à l'actualité nationale. Merci de l'avoir suivi et restez câblés. Le programme se poursuit sur la H24. Au revoir. Monsieur Moussa Adam Garba, groupe Dunia Zander et Madame Hadiz Lawali, infirmière au centre hospitalier régional de Maradi, sont heureux de vous annoncer